Et bonsoir le chat. Est-ce que vous allez bien? Oh, vous étiez 23 à regarder un timer? De chance, ça. Bon, ce soir, on est là pour faire une table ronde autour de la data. Ça, c'est la version courte de titre, celle qui rentre dans mon template OBS. Et la version longue, c'est une table ronde data sur la résilience des data pipelines, je crois, quelque chose comme ça. Bon, alors maintenant, vous êtes habitués, je suis globalement pas compétent, mais en plus, sur ces sujets, c'est catastrophique. Donc ce soir, j'ai deux copains pour animer avec moi qui vont m'aider sur ça. Salut Ashraf, salut Alex. Salut Colin. Salut. Je crois que c'est la première fois qu'on vous voit sur cette chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 secondes? Et pendant ce temps-là, le chat, n'hésitez pas à me dire si je suis un Jean-Michel de la régie de qualité, s'il y a du son, s'il y a de l'image. On peut encore corriger des choses. Okay. Ashraf, je te laisse te présenter. Ouais, ça marche. Donc bonjour à tous, moi c'est Ashraf El-Hamoudi. Je suis consultant data engineer chez Hippon Technologies depuis maintenant presque 2 ans. Et aujourd'hui, je serai animateur avec Alexandre. Je te laisse te présenter du coup, Alexandre, cette table ronde. Donc, moi, c'est Alexandre Gaïda. Donc, je travaille en tant que data engineer chez Hippon depuis 1 an et demi. J'ai commencé avec Ashraf. Et donc, on travaille sur tout ce qui est cloud, Azure, AWS, et Techno, Databricks, Python. Et des noms que vous connaissez déjà. Et tu es sur une connexion à la campagne, je dirais, ou Voilà, c'est vrai. Ok. Et donc ce soir, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes là pour animer une table ronde avec 2 intervenantes externes. Bonsoir Nas, bonsoir Pauline. Salut. La code d'Alexandre est pas folle, malheureusement. Sur le son et sur l'image, je peux faire des choses. Sur la connexion d'Alexandre, tirer une fibre, ça va être compliqué. Bonsoir Gnuk, bonsoir Vincent. Nas, du coup, je te laisse te présenter. Ok, bonsoir tout le monde. Du coup, moi c'est Nastasia, je suis ingénieure machine learning. Un gros mot pour dire que grosso modo, je travaille dans la data science et je suis spécialisée dans la mise en production de systèmes prédictifs. Et je travaille pour Conecran, qui est une entreprise qui vend et entretient des grues. Ok, alors ouais, désolé, je t'ai appelé Nas, pardon, l'habitude, Nastasia. Navré. Bonsoir Riali ASZ, bonsoir Mathieu, bonsoir Floxir et Pauline, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, salut tout le monde. Pauline Jamin, je travaille chez Groupama Support et Services depuis 5 ans. Donc moi, je suis développeuse et en fait, je travaille un peu sur la mise en production de systèmes de machine learning. En fait, on a pas mal d'initiatives chez Groupama et ça reste que des initiatives pour l'instant et je travaille un peu entre le dev et le DevOps. Enfin, je fais un peu le lien entre tout ça pour mettre ça en prod. Voilà. Ok, et ben merci beaucoup. Et bonsoir NS Simonin. Alors, l'idée d'une table ronde, c'est que il y a des échanges. Vous avez fait une trame parce que je crois que vous êtes des gens bien et vous travaillez, contrairement aux escrocs qui apparaissent habituellement sur cette chaîne. Bonsoir Olga. Mais pour autant, le chat, si vous avez des questions, des remarques, des choses, n'hésitez pas à les poser et puis on changera sans aucun problème. Comme d'habitude, c'est vous les vrais animateurs de cette chaîne. Et voilà, et je vais essayer de pas trop parler, mais bon, c'est pas un skill dans lequel je suis très très fort, et je vais laisser Ashraf et Alex faire l'animation ce soir. Ça marche, merci beaucoup Colin en tout cas pour cette introduction, et je le rappelle encore une fois, mais si vous avez des questions, on sera assez réactif sur le chat pour pouvoir les poser entre nous, et c'est une table ronde entre nous 4, mais c'est également une table ronde avec vous aussi, les participants, les spectateurs. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment rendre des pipelines de données résilientes. Donc on va s'attarder sur le terme de résilience, donc qui, je rappelle, est la capacité à surmonter des chocs traumatiques, selon le dictionnaire Le Petit Robert. Et on va voir comment on peut amener de la résilience en fait sur nos projets, que ce soit dans nos projets data, du coup pour Alex, Nastasia et moi, ou pour Pauline dans ses projets, dans ses différents projets. Donc on a préparé une petite trame. Donc la première étape, ce sera plutôt une introduction au problème, expliquer un peu la définition de ce que c'est de la résilience, quelles problématiques en fait on rencontre dans nos pipelines, et comment on définirait le fait de rendre des pipelines plus robustes en fait. Donc on va s'attarder un peu sur ça.
Ensuite, on va partager nos méthodes de test parce que faire des tests, c'est également une partie de notre métier. Et faire des tests sur des données, ça peut être un peu différent. Donc, on va parler de nos méthodes de test unitaires sur nos données et si on a des stratégies de test de surface ou d'acceptation sur nos différentes données. Après, la troisième partie, ce sera plutôt sur le risque sur les données. Donc, on a tous connu des cas où le modèle de données source il peut évoluer, où on a des données parasites en fait qui viennent, ou des données imprévues qui s'insèrent dans nos programmes. Donc, la question, c'est comment les traiter et comment on peut sécuriser en fait la production vis-à-vis de ces données qui sont inattendues. Donc, on va appeler ça des données intrues. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on se partage un peu nos techniques vis-à-vis de ces problématiques-là. Alors, je me permets une première intervention. Est-ce que côté data, vous faites la différence entre fragile, solide et antifragile? Ou c'est pas du tout des termes qui reviennent dans les articles data? Solide, c'était les principes PHP, ça non pour l'orienté objet. Non, c'est les niveaux de résilience. Pour moi, c'est un truc qui vient de Release It de Michael T. Neggart, où il va définir un système comme fragile dans le cas où si un changement dans son environnement il casse, okay. Un système solide, si un changement dans son environnement il va pas bouger, et un système antifragile il va réussir à s'adapter à ce changement. C'est une image plus organique. Okay. Je sais pas si vous avez des choses comme ça ou si vous avez ces images-là que j'aime bien moi en dev, enfin que je trouve assez parlantes. Personnellement, j'en avais pas entendu parler, mais oui, c'est exactement ce dont on parle en fait. C'est vraiment comment rendre, comment voir la robustesse en fait de notre pipeline en fait. Donc ouais, c'est dans la thématique, je pense. Ok. En adaptation automatique, on n'y est pas encore, je pense. Ouais, on n'y est pas encore. Il faut encore qu'on mette les mains dedans pour l'instant pour résoudre des problèmes, mais. C'est ça. Ok. Mais justement, du coup, on s'attardera un peu sur les problématiques data en fait, qui sont particulièrement data sur nos pipelines de données. Donc, au niveau de la sécurité, la gouvernance ou la sauvegarde en fait des données. Et ça nous permettra de faire une transition sur le monitoring et la reprise de service. En fait, comment on va gérer nos cas d'erreur? Est-ce qu'on fait des alertes? Est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on a des stratégies en fait pour lancer nos workflows, etc. Donc ça fait un programme assez chargé. Je pense que la thématique de la résilience est quand même un vaste sujet. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout voir ce soir. Donc éventuellement, peut-être que ça ouvrira d'autres lives ou des articles. Surtout que le chat a l'air en forme. Ouais, le chat a l'air. N'hésitez pas. Ouais, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on répondra et on sera réactif. Donc voilà, j'espère que ça a été clair sur le menu du jour. Et maintenant, on va pouvoir commencer à discuter. Donc, la première question que je vais essayer de vous poser, c'est quelles sont les problématiques en fait, que vous rencontrez en construisant en fait, vos projets, vos pipelines, et pour Pauline, vos projets. Quels sont les risques en fait, que vous essayez d'avoir en tête au moment de construire vos pipelines? Pour nous, on aura des réponses assez différentes parce que même si Alexandre et moi, on est data ingénieurs, on travaille sur des projets différents et qui ont des problématiques différentes. Et surtout, Nastasia, qui est machine learning ingénieur, je pense que tu dois avoir aussi des problématiques différentes. Donc, l'idée, c'est un peu d'échanger autour de ça. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je ne sais pas si la question était claire. Si, elle est claire. Attends, laisse le plan se construire tranquillement, là. Bouge pas. Réponse en 3 axes. Pas de problème. Allez. Bon, ok, allez. Vas-y, bon, j'ai commencé à parler, bon, désolé. Du coup, bonne question. Moi, je vois plusieurs choses là, comme ça. Je vois le fait que des fois, les données sont inattendues ou carrément n'arrivent jamais. Je vois ce qu'on appelle la jungle des pipelines de données, quand on a des données qui arrivent de partout, sont transformées dans tous les sens et qu'à la fin, on a de la grosse dette et qu'on n'arrive plus à s'y repérer. Et puis, côté machine learning, le troisième axe, je donnerais, c'est le fait que la donnée, même si elle est propre, on va dire, elle arrive, elle tombe pas, elle peut aussi évoluer et du coup modifier les performances du modèle. Voilà, je dirais ça, personnellement. Ok, moi je rejoins un peu l'avis de Nastasia aussi, donc qui est effectivement tout ce qui est données entrantes.
Donc nous, dans notre métier, souvent, on a travaillé avec soit des fichiers directement du métier, pas d'ailleurs, mais c'est souvent des fichiers CSV ou autres, soit ça va être des données sur des tables SQL qui sont alimentées par différents systèmes. Et souvent, on doit pouvoir s'assurer que même dans 6 mois, on a toujours le même schéma, les mêmes types de données, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est données entrantes. Après, il y a aussi des tests à réaliser sur différentes étapes, des pipelines, donc à différentes étapes clés. Et après, il y a aussi tout ce qui est la couche autour de la pipeline, donc la couche d'orchestration, où là aussi, on peut souvent rencontrer des problèmes. Et si on en rencontre là, on rencontre aussi des problèmes de la pipeline, du coup, parce qu'elle ne va pas forcément exécuter. Donc en fait, c'est des stratégies à mettre en place. Ouais, on a des problèmes en fait à chaque étape de notre pipeline, tout simplement. En fait, à l'entrée, on veut vérifier qu'en entrée, on a correctement ce qu'on souhaite, et en sortie, on veut également. Parce qu'en fait, quand on fait des transformations, on part d'un point A à un point B, tout simplement. Et il faut qu'au point B, on ait bien ce qu'on souhaitait avoir. Donc là, il y a cette vérification aussi à avoir de ce côté-là. Et après, comme tu as dit, il y a la robustesse en fait de la pipeline en soi. Il faut qu'elle soit capable de survivre en fait si elle a quelque chose qu'elle n'attendait pas, en fait, tout simplement. C'est quoi les... toujours pareil, hein, question de néophyte, c'est quoi les impacts globalement si la pipeline meurt? Donc tu dis il faut qu'elle soit capable de survivre, donc j'imagine que ça veut dire qu'elle peut exploser. Qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui se passe habituellement avec les tools de base, on va dire? Est-ce qu'il faut vraiment faire des choses pour que ça casse au bon endroit, qu'on se retrouve pas dans un enfer de reprise ou des choses comme ça? Vas-y, si tu voulais répondre, Nastasia. Vas-y, Nastasia. J'ai vu que tu allais parler. Moi, je vois 2 raisons. Enfin, je vois 2 conséquences. Je vois la conséquence, ça va te péter à la tête et tu vas t'en rendre compte tout de suite. Et ça, c'est limite plus cool, j'ai envie de dire. Ça, c'est la chance. Ouais, mais du coup, disons que tu vas avoir une grossière erreur et du coup, ça veut dire qu'en aval, ça va mal se passer parce que tu n'as pas été capable d'amener ta donnée, par exemple, du jour jusqu'à ta data analyse, même si ce n'est pas forcément du machine learning. Donc ça va être compliqué. Et après, pour moi, il y a aussi tout ce qui est bug silencieux. C'est quand ta donnée n'est pas exactement comme tu l'attendais. Ouf, je suis désolé, j'ai un petit souci. Pas de problème, je vais vous changer vos prénoms et on est bon. Ah, il a bougé sur l'écran. Bon, j'ai changé de prénom. Et donc, pour continuer, je suis assez d'accord avec Nastasia. C'est vrai que dans le meilleur des cas, il faut qu'on ait prévu des cas pour que si les différents tests ne passent pas, il y ait une erreur qui soit explicite. Donc ça, c'est justement si on a pu penser à la plupart des cas possibles. Mais le problème, c'est que des fois, il y a certains cas auxquels on n'a pas pensé, des cas d'erreur. Et là, soit effectivement, la pipeline va crash et ça mettra un message d'erreur, mais même s'il n'est pas explicite. Soit, du coup, des fois, la pipeline peut bien s'exécuter, mais on aura une sorte de corruption de données en sortie. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à se rendre compte. Mais là, en plus. Pardon. Oui, non, vas-y. Là, en fait, vous parlez des données que vous utilisez uniquement pour... quand tu dis les pipelines, data pipeline, tu parles des données que tu vas transformer, sur lesquelles après tu vas lancer tes analyses, tu vas lancer ton entraînement pour faire ton machine learning, etc. Ou tu parles vraiment de la donnée que tu peux avoir en entrée pour faire ton inférence, par exemple? C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne s'est pas mis d'accord, c'est le terme pipeline de données. En fait, on ne l'a pas défini en amont. Et c'est peut-être pour les néophytes en data, ils peuvent être un peu perdus par rapport à ça. Donc, est-ce que quelqu'un veut fournir une définition et après on peut la compléter au fur et à mesure? En gros, c'est quand on prend des données à un certain état de traitement, donc par exemple des données brutes qui viennent d'un système et qu'on va appliquer différentes étapes de traitement pour les rendre à un état qui répond à un besoin utilisateur. Donc on prend souvent le modèle un peu bronze, silver, gold, pour dire je prends des données à l'état brut de différents systèmes, je vais appliquer quelques pré-traitements, les stocker à un autre endroit, et après on a souvent des besoins métiers, donc ça peut être à la fois par les data scientists, donc pour des ensembles de données, ou ça peut être simplement des problématiques traditionnelles de business intelligence. Là, ça va être de créer des vues
ou des marques spéciales pour alimenter les tableaux de bord. Donc là, il y a une problématique à pas d'une pipeline qui va calculer les métriques, etc. Je reprends juste un tout petit peu les questions du chat. Mathieu qui nous demande quelles sont les politiques de récupération de données incorrectes en entrée. Qu'est-ce qui peut se passer si on a des données qui ne vont pas en entrée, etc. Et j'en profite que vous réfléchissiez à la réponse pour demander si Nas, tu peux te décaler un tout petit peu sur ta cam. Comme du coup, j'ai dû refaire l'autre côté. Merci, j'ai dû refaire mon setup, comme ça je vais pouvoir te recentrer comme il faut. Et ça, c'est incroyable. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris la question de Mathieu et pas du tout. J'ai pas compris. Ah, Ouais, j'ai fait n'importe quoi, c'est moi, c'est ma faute. j'ai Pardon. pas totalement compris la question. C'est quoi la question? Donc la question c'est quelles sont les politiques de récupération de données incorrectes en entrée? En gros, comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu as comme arme, j'imagine, pour réussir à récupérer quand ça se passe mal, quoi? Bah déjà, pour rejoindre Alexandre, il faut faire des tests. Enfin, des tests d'une manière ou d'une autre, des schémas de vérification. Enfin, il faut se rendre compte, peu importe comment, que la donnée ne va pas. Et ensuite, je pense que c'est vraiment super spécifique à chaque projet et à la criticité de chaque projet. Il y a des projets qui vont dire stop, on arrête tout, peu importe pourquoi la donnée va être utilisée. Et puis il y en a qui vont dire bon, il y a 20% qui est pourri, c'est pas grave, on met de côté et on fait avec le reste. Il y a Emilia qui nous dit on les met dans un endroit pour un traitement ultérieur des DLQ par exemple. Ouais, carrément. Donc ok, on peut faire ça, on peut les drop. C'est une dead letter queue si on parle de queuing, quoi. Tu peux les drop. Moi, souvent, quand des fois j'en fais un Python, c'est vrai, après ça va être vraiment spécifique au projet. Mais effectivement, on se dit que des fois on en a 5 à 10%, selon si par exemple il manque des valeurs importantes sur des colonnes, bah, tout simplement tu te débarrasses de ces lignes parce qu'elles n'ont pas de valeur, elles n'ont pas de grande valeur et te rajouter. Et ça après c'est vraiment spécifique du point de vue métier. Donc, souvent quand tu es data engineer, tu vas faire des règles. Et c'est des règles aussi qui correspondent aux attentes finales. C'est pas forcément que les règles toujours statiques du style checker le schéma, etc. Ça c'est un peu standard. Après il y a aussi justement les règles métiers, c'est-à-dire quels sont le type de données, quelles sont les valeurs attendues sur différents champs, différentes colonnes. Et puis si justement ça ne remplit pas ces conditions, bah, ça va dépendre si on les garde, si on les vire, etc. Moi je trouve que c'est justement ce qui est intéressant dans notre métier, c'est le fait de voir qu'il y a des données qui sont surplus et de le faire communiquer au métier. Et en fait, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses à faire qu'ils ne les avaient pas forcément considérées. Et en fait, ça peut apporter de la valeur en fait, sur le long terme. Donc, je trouve ça aussi intéressant de pouvoir les garder de côté et être prévenu. En fait, aussi, c'est important de savoir si on en a et auquel cas on pourra prévenir le métier. Je crois qu'on t'a coupé, Pauline, ouais. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et comment tu gères quand tu as des données que... là, ce que vous dites, c'est qu'en gros, tu fais un peu des tests unitaires, tu gères ta règle métier qui dit, bah voilà, si j'ai pas cette valeur si j'ai pas cette valeur de colonne, j'enlève la ligne parce que ça m'intéresse pas, en fait, sans cette valeur. Donc, c'est un peu des règles métiers et un test unitaire pour nettoyer. Et comment tu fais quand tu as des données que tu n'as jamais vues, par exemple? Vraiment, tu t'y attends pas. Ça, tu n'auras pas de... Pour ça, comment tu gères? Apparemment, tu pleures. Qu'est-ce que tu entends par... Ouais, carrément. Apparemment, d'après la première réaction, les petites gouttes de sueur que j'ai vu perler... Moi, ça m'a rappelé des choses. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais, moi, ça m'a rappelé des choses. Je veux juste vérifier, je pense qu'on a répondu à la question d'Anunakian 2 sur les questions de volumétrie. Donc, quand vous avez beaucoup parlé du pourcentage d'erreurs, des choses comme ça, de ce qu'on pouvait en faire en fonction du pourcentage, etc. Tu nous confirmes si c'était bien ça ta question, si ça a été répondu ou pas du tout. Et ouais, en fait, si ta donnée juste tu sais pas la traiter, bah, j'imagine ça arrive régulièrement quand tu fais du scrapping ou des choses comme ça, en fait. Ouais, c'est des choses qui arrivent, mais il faut créer des programmes robustes, en fait. Bah ouais, et la robustesse, c'est aussi... C'est là, justement... Ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y, Nastasia. Non, j'allais juste dire que la robustesse, c'est aussi la capacité d'adaptation et que malheureusement, moi, pour l'avoir déjà aussi vécu, l'adaptation, des fois, elle est manuelle. Tu t'attends pas du tout à ce que la donnée ait évolué dans ce sens-là ou
où il y a eu un problème dans ce sens-là, où tu avais pas bien compris comment la donnée marchait en fait, et ben tu te poses et tu refais. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais traité. Moi, ça me lève De une. toute manière, plus tu vas faire appel à des composants extérieurs. Vas-y. Ouais. On est peut-être en décalage avec Ouais, Alpon. Alex, t'as un décalage Ouais, avec j'allais lui de dire quelques oui, secondes. Ouais. Alex, il y a un décalage avec nous. Ouais, ça me l'avait déjà fait. Ne te reconnecte pas par pitié. On l'avait déjà fait, donc moi ce que je disais, c'est que. Non, t'inquiète. Quand ton système, quand ta pipeline est dépendante potentiellement d'aller récupérer plein de données externes sur lesquelles tu n'as pas la main, donc ça peut être, je sais pas, des produits, des services, des software externes, etc. Tu peux être sûr que s'ils ont des API et des endpoints, ça ne va pas rester statique pendant un an. Ils vont forcément faire des mises à jour sur l'API, ils vont mettre à jour des endpoints ou des méthodes, donc il y aura forcément des choses qui vont sauter. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement les tests que toi tu peux faire, ça c'est pour t'assurer que tu gères au maximum, quand tu as un maximum de contrôle, mais après tu ne peux pas tout contrôler, et ça va plus être au niveau architecture, au niveau de la manière dont tu réfléchis justement à tes dépendances. Et ça c'est valable aussi au niveau de potentiellement utiliser davantage SQL que Python et ses librairies, etc. Pour la résilience et la maintenabilité à long terme, parce que plus tu es dépendant, plus il y a de chances que tu ne puisses pas faire grand-chose sur ce qui t'arrive. C'est super intéressant cette question donc de l'adaptation au monde extérieur qui est sûrement beaucoup plus vrai dans le monde de la data que dans le monde du dev, on va dire, classique. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer le côté Yanni, donc you ain't gonna need it, qui est un des motos de l'agile, en vous disant, bon, là, je parle à... Je pense, pour moi, un des pires cas, là, je scrape un site parce qu'il n'y a pas d'API, il n'y a rien, je vais scraper un site, je sais que ça va bouger. Donc, je dois le scraper et me débrouiller pour que ça arrive chez moi et dans le format que je veux, mais je sais qu'il va bouger dans le temps. Comment est-ce que j'arrive à gérer mon curseur Yanni de « Ok, là, je suis en train de surconcevoir, de surfaire des trucs, je suis en train de faire je dis une connerie, mais je suis en train de faire apprendre un truc de machine learning, comment reconnaître les morceaux de trucs dans la page. Faut que je m'arrête, je pourrais faire des regex. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment on s'arrête justement sur cette définition des data pipelines? À quel moment on trouve le bon curseur? Je sais pas si c'est clair mon histoire. Ça n'a pas l'air. Non, c'est clair. Alors du coup, j'ai jamais fait de scrapping web moi-même, mais j'ai vu des données arriver du scrapping web. Bah, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, super business, hein, dans le sens où j'ai eu des projets, si tu perds trop d'argent, donc tu vas être super critique, et puis il y en a, finalement, on prédise quelque chose de réellement vrai ou à peu près vrai. Non, mais c'est vrai, hein, ça dépend vraiment de de la valeur de ce que tu envoies, et des fois, si c'est pas tout à fait vrai, mais que ça apporte un petit plus, bon. Si tes suggestions YouTube, c'est pas les bonnes, c'est pas super grave. Bah voilà, typiquement, je pense que c'est bien moins grave que par exemple si tu es dans du self-driving car, là, les voitures tout automatisées. Bon, de toute façon, c'est encore un mythe, hein, mais voilà. Je crois qu'on parle de plus d'1 million de lignes de code dans une Tesla. Pardon. Ouais. Okay. Ouais, typiquement. Ok, et je crois qu'on t'a recoupé, Pauline, non? Pas du tout? Pas du tout. Autant pour moi. On avait une question tout à l'heure de Old Dadou qui nous dit il y a une différence entre erreur système, pas de machine ou autre, et une donnée mal formée incorrecte. Dans le second cas, je rejoins bien Anastasia, donc sur la reprise, etc. En revanche, comment faire pour récupérer depuis une panne système? Donc là, c'est justement toutes les problématiques de système distribué. Donc ça va surtout dépendre de ton architecture, mais la plupart du temps, alors déjà au niveau architecture de ton job, ce que tu veux faire la plupart du temps, c'est éviter d'avoir un seul gros job, parce que là c'est clair que si tu as un seul job batch qui tourne pendant 4 heures et il plante en plein milieu, il faut que tu relances depuis le départ. Donc généralement, tu vas plus vouloir décomposer tes pipelines en plein de petits sous-ensembles de jobs, on va dire, ou comme ce qu'on appelle un directel acyclique et graphe, une sorte d'arbre en fait de différentes fonctions qui vont impliquer des traitements au fur et à mesure, de sorte à ce que si à un moment donné, par exemple, tu as un problème système ou tu as un problème au niveau de ton traitement, tu peux potentiellement reprendre simplement à partir de cette étape-là. Tu peux mettre ça en place comme mécanisme aussi, avec automatiquement, si jamais ta machine s'arrête, il y a une alerte,
ça la relance, etc. Si jamais tu as une instance virtuelle. Ça peut être simplement utiliser des frameworks distribués. Ça peut être Spark, ça peut être des choses comme ça. Ou si jamais tu as un nœud qui pète, tu peux en mettre un autre. Est-ce que vous êtes déjà amusé avec ce que dit Alex, donc ce côté je fais des petits calculs sur des machines, etc., à essayer de faire ça sur des spots instances? Donc les instances qui sont en spare, que AWS vend beaucoup moins cher. Et Netflix notamment capitalise beaucoup là-dessus en achetant des spot instances et en pariant sur est-ce que je vais réussir à faire unir mon encoding avant que la spot instance me soit enlevée. Vous êtes déjà amusé à faire ça sur de la data ou faut être vraiment sur des trucs où il y a le besoin, quoi? Ouais, j'ai pas eu le cas d'utilisation pour faire ça, mais je trouve c'est ingénieux quand même. Netflix, ils ont toute une mécanique où ils font justement, c'est du boursicotage en fait sur ces spot instances, et ils vont calculer les risques, etc. Et en fonction, ils vont prendre la spot instance pour faire des transcos, enfin des trucs qui sont très heavy en termes de charge. Et voilà, des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Je trouve ça rigolo comme manière de faire. Et sur de la data, sur des choses qui peuvent être très heavy aussi, je me dis que ça peut être marrant à faire. Il faut avoir le besoin, je pense. Ouais, je pense qu'il faut le besoin parce que tu auras du mal à justifier ça auprès d'un client plus standard. Netflix, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Ouais. En fait, je pense que c'est rentable pour eux. Ouais, sûrement. Ouais. Au-delà qu'ils peuvent se le permettre. Ok, et donc il y a la question de Ria, le AS, qu'on a sauté aussi. Ah oui, pardon. Je trouvais intéressant aussi. Pardon. Du coup, est-ce que vous cartographiez les risques en amont de vos projets? C'est pas Pauline, si tu veux y répondre. Je sais pas si dans tes projets, tu as pu faire des études de risque en amont. C'est une bonne question, cartographier les risques. Après, je pense qu'il y a des risques, c'est toujours les mêmes en fait. Cartographier, je pense que ça va dépendre des projets, mais tu as toujours les risques, toujours une catégorie de risques qui va revenir et qui sera toujours les mêmes. Comme on disait, la panne système, on sait que ça peut arriver. On sait qu'on peut avoir le schéma de données qui va changer. On sait que, par exemple, si on prend les données depuis une API, on sait que le contrat d'interface il peut changer, etc. Donc ça, c'est forcément des risques que normalement tu connais dès le départ et que tu intègres dans ta conception. Et après, je pense qu'il faut aussi beaucoup parler avec le métier pour essayer de cartographier les risques qui sont pas classiques et que tu n'as pas l'habitude de rencontrer, mais en fait, c'est tellement dur à faire que je pense que la cartographie est partielle, quoi. C'est vraiment un exercice à faire. Moi, j'ai pu le faire dans un de mes derniers projets, qui était un projet IoT. Donc, on avait pas mal de risques à considérer. On a fait un atelier en mode avec des post-it, en fait, tout simplement, et on devait noter, en fait, toutes les idées de pourquoi on pensait que le projet allait pas se faire, en fait. Et en fait, ça nous a donné notre backlog, tout simplement. En regardant tous les risques, on s'est rendu compte qu'en fait, il faut traiter ça, il faut traiter ça, il faut traiter ça. Et ça nous a fait notre backlog pour le début du projet. Donc, je pense que c'est bien de partir des risques parce que, ouais, on peut considérer que tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est en considérant les risques qu'on fait avancer les projets. C'est un modèle mental, ça. Ça s'appelle l'inversion. Est-ce que vous avez réussi vraiment à cartographier tous les risques? Tous les risques, non, bien sûr. En plus, c'est de l'IoT, donc il y a aussi des risques en fait que tu peux pas prévoir totalement, tu vois. Et en termes d'orga aussi, on n'avait pas toutes les cartes en main pour pouvoir le prévoir. Vu que c'était un contexte d'usine dans d'autres pays, il y avait de l'orga aussi qui avait de ce côté-là. Donc, on pouvait pas prévoir tous les risques, mais au moins on a fait une bonne liste. Et ça permet de nous rassurer aussi. Parce qu'on a forcément, des fois, on a en tête, on sait qu'il y a peut-être un truc qui va pas passer, on sait qu'il y aura un problème à un moment donné, mais je pense que c'est bien de l'exprimer à un moment et de le poser, quoi. Andrieux, je pense qu'Ashraf du coup a répondu à ta question. Moi, j'aime bien les ateliers qui commencent par on va cartographier les risques parce que je commence à parler de bus factor, de trucs comme ça et les gens ils arrêtent. Donc le bus factor, c'est qu'est-ce qui se passe si machin il passe sous un bus. C'est un vrai risque, hein. Et voilà, et les gens ils disent ah ouais, effectivement ça peut aller très très loin les risques, voilà. Et effectivement c'est un peu dubitatif comme NAS. De toute façon on va faire au mieux, on va vraiment essayer de faire les choses les plus résilientes possibles en équilibrant avec le pragmatisme. C'était un peu ma question de tout à l'heure de Yanni, à quel moment je m'arrête, à quel moment
haché si je continue à poser des questions, etc. C'est le pragmatisme qui doit diriger un projet, pas la peur. Après, j'aime bien l'approche cartographier les risques. Forcément, on peut pas tous les cartographier, c'est ce que je disais, mais déjà de se dire, bon, on a un minimum de choses auxquelles on peut penser. Pour moi, ça se rapproche un peu de l'approche TDD quand tu écris tes tests avant de développer ton code. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous pensez d'abord à qu'est-ce qui peut foirer avant de vraiment se mettre dans le dur, quoi. Et du coup, est-ce que vous faites ça dans la data? Est-ce que vous pensez à écrire vos tests ou à prévoir vos scénarios d'erreurs, quoi, avant même de commencer à mettre ces pipelines en place? Moi, j'essaye de le faire de plus en plus avec des checklists. J'aime bien faire des checklists parce que c'est vrai que quand on est sur des projets, des fois, on va direct pouvoir commencer à réaliser des traitements, etc. Et potentiellement oublier des choses, des bonnes pratiques qu'on avait l'habitude de faire, notamment sur ces tests. Donc oui, effectivement, il y a, comme on disait, tous les tests standards, donc le schéma, etc. Et après, il y a aussi d'autres tests qu'on peut faire, qu'on peut implémenter, donc, à la fois selon les différents outils qu'on utilise, selon les différentes sources. Et ça, c'est vraiment, je pense, une sorte de liste qui peut être intéressant au fur et à mesure de notre expérience, qu'on se construise une sorte de checklist avec différents types de sources, différents types d'outils et des choses à appliquer. Moi, j'essaie de le faire de plus en plus. Alors après, oui, les checks, on les implémente, mais c'est pas pareil, justement. C'est pas comme de la programmation où tu peux faire tes tests unitaires. Enfin, jusqu'à maintenant, ça, on va en parler après. Mais notamment quand tu fais du SQL, c'est pas vraiment un langage que tu peux tester avec des fonctions comme tu le ferais par exemple avec du Java. Donc, c'est plus souvent le. Ouais. Alors, on a fait Guild Hydros en SQL au Crafter Lyon. C'était très rigolo. Ouais. Et je suis flou, c'est ma cam qui n'arrive pas à refaire le focus. Moi, elle fait le focus sur ma main. Voilà, vous avez ma main, magnifique, pas flou, mais ma tête floue. C'est pas très grave. On avait justement une question de Holdadou qui nous disait: je me demande aussi quel est le rôle à jouer s'il y en a encore un des SGBD relationnels type SQL dans les pipelines de données. L'output final. Non, j'exagère un peu. Enfin, moi, il y a aussi l'input, mais c'est vrai que. Enfin, je pense qu'on est tous sur les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'on prend peut-être de l'input et de l'output qui vient de bases de données relationnelles classiques, mais on traite de la volumétrie en dénormalisé. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a une approche qui s'appelle l'ELT, où le but, c'est que tu vas charger toutes tes données brutes dans ton data warehouse, qui pour 99% sont relationnelles. Donc ça peut être Snowflake, ça peut être Redshift, peu importe. Et ensuite, tu vas réaliser toutes tes transformations SQL, donc dans un modèle relationnel. Mais est-ce que tu les réalises dans un... Est-ce que tu parles de Spark SQL, par exemple? Pas forcément, non. Ouais. Tu les réalises en fait directement sur le data warehouse. Donc imagine que tu as, je sais pas, un éditeur pour exécuter des requêtes des bases de données. Bah, tu vas voir tes différents scripts de traitement que tu vas orchestrer potentiellement avec un outil comme DBT, même avec Airflow. Mais ça va directement exécuter sur ton data warehouse, notamment Snowflake qui marche pas mal en ce moment, que ça reste du relationnel. Tu peux choisir différentes tailles d'instances, c'est du stockage colonne, etc. Et donc ça va très vite. Et tu bénéficies du fait que SQL, c'est un langage qui est déclaratif. C'est plus résilient, justement, d'utiliser un langage déclaratif qu'un langage très procédural où tu vas déclarer tout ce que tu fais avec des librairies, avec certaines versions, etc. Où là, justement, tu as un risque à moyen terme, long terme. SQL, l'avantage, c'est que tu spécifies le quoi, tu trouves le comment, et c'est beaucoup plus facile à maintenir en termes de code. Mais en fait, moi, ce que je disais plutôt, c'est que je pense que tu utilises peut-être le langage SQL, mais tu ne l'utilises pas sur un système qui est pas pensé big data. Peut-être qu'il te met peut-être que je peux me tromper, hein, mais il te met une couverture au-dessus, mais en dessous, tu as un truc qui fait que ça puisse bourriner d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, tu fais pas ça sur du MariaDB, quoi. Ah non. Généralement, quand tu fais tes requêtes analytiques, c'est sur un entrepôt de données. C'est sur un data warehouse. C'est justement fait pour ça à la base. Hein. Qu'est-ce qu'on fait encore sur un MariaDB? Oh, pardon. C'était une base de données classiquement. Ça peut être du PostgreSQL qui est beaucoup utilisé. Pas pareil. Un type de test aussi qu'on peut faire avec du SQL, c'est tout simplement d'avoir
un jeu de données en fait qu'on sait qui est représentatif en fait du résultat. Et après, on a ce qu'on génère nous de notre côté. Et ensuite, on peut faire tout simplement un accept, un select accept pour comparer les deux résultats et voir quelles sont les différences. Donc ça, c'est un test que je fais sur un de mes projets. Ça me permet vraiment de valider si le résultat est conforme à ce qui est attendu en sortie. Et c'est assez tout bête, mais ça fonctionne. Donc, Ok. le select accept. N'hésitez pas à nous dire si on répond aux questions ou si on répond pas, qu'on n'a pas compris, c'est pas toujours très simple. J'ai essayé de dropper les liens, j'espère d'avoir mis les liens des bons outils, Alex, que tu as cités. Ah, tu as mis Great Expectation ou pas? Pas du tout. On en parle maintenant. On n'en a pas encore parlé, je crois. Ah, bah voilà, c'est le moment. Quelle transition, mais magnifique. En fait, comme on disait, du coup, en SQL, il n'y a pas vraiment encore, malgré le fait que ce soit un langage déclaratif qui existe depuis environ 40 ans, il n'y a pas encore jusqu'à maintenant cette culture du test facile, comme pour les langages de programmation. C'est vraiment récent qu'on commence à avoir des frameworks qui nous permettent de faire des tests. Donc des tests à la fois aussi en termes de qualité des données, mais aussi en termes de structure. Et donc notamment, il y a un outil qui s'appelle Great Expectation, qui est très récent, qui permet de réaliser des tests un peu de manière unitaire, comme vous pouvez le faire en JavaScript, des ACR, etc. Et il y a aussi DBT, DBT qui est un orchestrateur qui permet aussi de coder vos tests en fait, pour vos différentes tables. Il va automatiquement les checker. Ok, donc je suis en train de regarder un peu la doc de Great Expectation. Globalement, j'ai l'impression que c'est plus du niveau d'un XUnit avec une syntaxe qui permet de faire automatiquement les vérifications sur des choses axées sur de la donnée, ou ça fait autre chose, c'est plus riche que ça? Tu peux faire des tests unitaires de données avec ça. Tu peux faire un assert, par exemple, expect ça, ça te lève une exception. Tu peux juste vérifier à quel point ta donnée est conforme en pourcentage ou des choses comme ça. Et tu peux faire aussi un truc que je trouve intéressant avec Get Expectations, mais personnellement, ça met beaucoup de temps à tourner. Enfin, ça a mis beaucoup trop de temps à tourner quand j'ai essayé de le faire sur mes données. Mais normalement, c'est que tu peux faire du profiling si tu as un sample de données. Et du coup, ça te dit, moi, j'évalue ta donnée. Et je pense que tu devrais mettre ça comme test et tu peux les enregistrer tels quels. Et en fait, tu as ça avec Got Expectations, mais tu as ça aussi avec d'autres outils, peu importe l'outil que ce soit. Tu peux avoir DQ aussi qui le fait. Et ce que j'aime bien avec ça, personnellement, c'est que c'est souvent un peu le problème quand tu veux mettre des tests unitaires de données. C'est qu'en fait, ta donnée, elle est volumineuse et tu devines à peu près comment elle est faite. Enfin, tu fais de la data exploration, etc., de la data analyse, mais tu as toujours des petites surprises, en fait. Et avoir un outil qui te dit, déjà, ta donnée à un instant T, elle est comme ça. Moi, je te conseille de vérifier à chaque fois que c'est ça comme donnée. Je trouve que c'est une fonction assez puissante. Alors moi j'aime bien sur le papier, mais c'est peut-être mon côté développeur, etc. Ça fait des années qu'on voit, voilà un tool qui va vous faire vos tests automatiquement. Pour l'instant, il n'y en a pas un qui est utilisable et qui génère des tests qui apportent vraiment de la valeur. Donc sur le papier, je suis d'accord. Là, comme ça, comme tu me le dis, ouais. C'est différent. C'est parce que je pense qu'au contraire, et même je vais même aller plus loin que ça, tu peux aussi faire des tests de données où tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ta donnée, mais tu vérifies juste les deux distributions de tes données. Par exemple, celle où tu as fait un entraînement, désolé, je parle de machine learning, et à un autre moment où tu veux faire la prédiction, et tu vas juste vérifier si tes données se ressemblent. Et tu fais ça avec un test statistique. Donc en mode boîte noire, c'est pas mal, hein. C'est un peu le problème de ces tests-là, mais mine de rien, ça te permet déjà de te dire attention, là, tu es en train de faire un truc qui va tomber, quoi. Ok. Donc oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, tu es sur tellement de données que... Et puis après, tu n'es pas obligé de te dire, ce profiling, moi, je le vois pas forcément comme un truc genre j'enregistre mes tests et après, je me base tout le temps dessus, mais au moins, quels sont les tests que tu me proposes? Qu'est-ce que moi, je sais de la donnée? Qu'est-ce que le business sait de la donnée? Et puis, tu peux faire de la détection d'anomalies avec du machine learning sur ta donnée. Bref. Ok. Tu peux aller très, très loin dans tous ces tests.
Ok, on a pas mal de questions dans le chat, je vous laisse dépiler. Je suis pas sûr de tout comprendre moi, donc je vous laisse les poser intelligemment. On est à laquelle Iléa. De Mohamed Ilia. Quels sont les types de données que vous traitez dans vos pipelines et c'est plutôt structuré, non structuré? Quelqu'un veut répondre? Moi, c'est structuré à 95%. Ok. Ouais, je pense que ça dépend un peu du cas d'utilisation. Moi, ce sera structuré aussi. Moi, je réfléchis, mais je crois que j'ai toujours eu du structuré, même si c'était non structuré à la base, ça avait été structuré au préalable. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est on pensait toujours, il y a eu cette mode à un moment donné que tout ce qui était NoSQL, etc., ça allait remplacer le schéma justement qui était structuré parce que c'était plus pratique, etc. Mais après, justement, d'un point de vue pipeline et puis résilience, si on peut avoir des schémas qui changent tout le temps et qui n'ont pas de structure, on va en faire. Puis à un moment, on Donc, s'est rendu compte qu'en fait, les bases acides, c'est quand même pratique. Pouvoir faire des transactions, Là. c'est quand même pratique. Que avoir un référentiel cohérent, ça facilite la réflexion. Après, ça dépend du cas d'utilisation, Bien sûr. toujours. Des fois, ouais. Ouais, mais tu vois, quand même, en grande majorité, quand même, ça reste encore du structuré. Et alors, Pauline, toi, tu travailles peut-être pas directement dessus, mais vous avez aussi que des data structurés côté Groupama sur les projets data ou vous essayez aussi un peu sur du non structuré? Ça dépend. La plupart du temps, c'est quand même structuré. Après, on a beaucoup d'images. Je vois la question qui arrive après. C'est comment vous faites des tests unitaires sur des images? On a pas mal d'images, notamment tout ce qui est Groupama, c'est un assureur, donc les devis dentaires, les devis optiques, les devis pour les bris de glace, toutes ces choses-là. Finalement, c'est non structuré parce que chaque dentiste, chaque opticien peut faire son devis d'un format qui est différent. Mais en fait, dans ce cas-là, on va utiliser une couche, un OCR en fait, qui va extraire le texte de l'image. Donc au final, ça sera du texte brut, quoi. Vous n'avez pas d'algo pour essayer de classifier les docs, etc. Genre, j'essaye de les mettre dans les bons endroits dans un dossier et qu'on pourrait faire sans OCR, parce que les OCR, c'est assez lent de mémoire, de rappel. Il y a des algos du type, j'essaie de voir le pattern et ça, je vais aider la personne et lui dire, bon, ça, c'est un devis dentaire et ça, c'est une photo de ton chat, quoi. C'est pas ça que j'attends. Si, t'as ça, ouais. Mais là, c'est plutôt pour détecter, pour détecter le type d'image que t'as. Ouais, pour détecter ce que c'est. Ok. Ouais, on a des modèles, oui, qui sont capables de détecter, de savoir si c'est le document attendu ou pas. Ouais, mais ça, c'est assez simple dans le sens où t'attends qu'une liste limitée de documents. Donc en fait, tu vois, un devis dentaire ou un devis optique, t'as forcément un numéro d'assuré dedans, t'as une adresse, t'as un nom de dentiste, enfin t'as un numéro, je sais plus, les professionnels de santé, ils ont un numéro qui s'appelle, je me souviens plus, mais en fait c'est assez facile de dire ok, je sais que c'est un devis médical, quoi. Ouais, et si c'est pour ça, en fait tu t'en fiches de savoir si c'est un chat, une voiture ou autre chose, tu dégages, quoi. Ouais, tu peux faire, comment ça s'appelle? Attendez, j'essaie de me la péter avec les deux mots de data que je connais, du Named Entity Recognition. Ça existe, ça? J'ai dit un truc bon au bon endroit ou pas? Presque, et merde. C'est quasi du NLP. NLP, ouais, c'est ça, j'y étais presque. Et donc, du coup, sur les tests unitaires, sur les images, et comment détecter un drift sur la data image. Donc déjà, est-ce que quelqu'un sait définir ce qu'est un drift sur la data image? Un drift? Alors, je pense que c'est un drift. Je pense que c'est un drift. Je pense que c'est un drift. Et du coup, est-ce que vous pouvez le définir? Parce que moi, je peux définir le drift, mais pas sur... Enfin, j'en ai pas fait sur de la data image. Donc, je sais pas si quelqu'un... j'ai pas d'expertise en image, du coup. Non plus, non. Désolé. Après, encore une fois, nous, les images qu'on reçoit, c'est des images qu'on s'attend à recevoir. C'est soit des cartes d'identité, des passeports, des relevés d'assurance, des choses comme ça. Donc en fait, finalement, tu peux dire c'est pas structuré parce que c'est une image, mais en fait, si, c'est structuré parce que c'est toujours le même type de document que tu vas traiter. Donc du drift là-dessus, non, en fait, il y en a pas vraiment parce qu'une carte d'identité, c'est toujours la même.
Un passeport pareil. Après, ce qui peut changer, comme je disais, c'était les devis, parce que les devis, il y a autant de devis, de formats de devis qu'il y a de professionnels. Mais en fait, ça reste toujours assez classique, au final, le contenu. Donc, je ne saurais pas répondre là-dessus sur comment tu détectes ça, quoi. Comment tu détectes le drift? Ok, donc le drift, c'est bien un changement, un delta, une migration sur de l'image. Parce qu'effectivement, tu Pas scannes... forcément que sur de l'image, hein, le Ah oui, drift. ça peut être sur autre chose. Parce que En fait, toutes tes données peuvent drifter et vont drifter. autant calculer des taux de différence sur deux chaînes, même moi je dois y arriver, autant effectivement sur des images, c'est un peu plus complexe, quoi. Ouais. Parce que juste si tu l'as scanné décalé ou machin, voilà, faut... Ok. La problématique du drift, c'est souvent aussi des traitements sur des tables. Quand ton schéma source d'une table source change, par exemple, tu as des colonnes qui ont été rajoutées ou des colonnes qui ont été supprimées. Pour que toi, justement, ta pipeline puisse potentiellement s'adapter. Parce qu'une pipeline, ça peut être des traitements, mais ça peut être aussi tout simplement copier des données d'un point A à un point B. Maintenant, l'avantage, c'est que tu as aussi pas mal d'outils payants. Donc, des outils style Fivetran ou Evo Data, qui gèrent automatiquement ça. Donc, si automatiquement ta table en source change, ils vont automatiquement répliquer les changements en destination. Il y a un outil qui s'appelle Donc, Evro l'avantage. et qui permet de versionner les schémas et qui est payant parce qu'ils ont fait du Avro et... Non, c'est pas ça, c'est Evo, HEVO Ah, ok, Data. autant pour moi. C'est un concurrent de Fivetran, qui est moins connu, mais Ok. Et du coup, question Alexandre, c'est surtout du schéma en fait qu'ils vont checker. Ils vont pas vérifier. Je sais pas, par exemple, je prends un exemple de drift plus pervers, le mot troll qui a complètement changé de sens, par exemple, au fur et à mesure des années. Avant, quand tu disais troll, c'était Tolkien. Maintenant, non, plus personne pense à Tolkien. ouais, non, c'est moins effectivement sur ça, c'est plus sur la structure. C'est dommage. Ça t'arrange pas? Après, Evo vend aussi, soi-disant, le fait qu'ils ont potentiellement des tests sur la qualité, mais après, j'ai jamais eu à utiliser ça, donc je ne peux pas dire si ça fonctionne. Ok. Et je crois qu'on a répondu aux questions auxquelles on savait répondre. Il me semble. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On Du peut passer du coup à la suite de la trame. La Ouais, trame ça se passe bien ta connaissait trame, Ashraf. J'allais demander. C'est trop triste, je l'avais bien préparé et tout. Mais c'est pas grave, non, mais c'est intéressant. En fait, on voit à peu près tous les sujets. Donc, on a abordé les tests, on a abordé aussi sur le risque d'une donnée qui apparaît de façon inattendue. Maintenant, j'aimerais bien un peu qu'on aborde un peu les problématiques data sur les données. Donc, tout ce qui est sécurité et gouvernance. Est-ce que sur nos pipelines de data, est-ce que vous y pensez et comment vous les mettez en place? Je sais que la question elle peut être assez large. La sécurité sur les pipelines. Ouais, comment tu t'assures que tu as des sécurités granulaires en fait sur tes pipelines? Je sais pas. C'est la sécurisation. En fait, c'est quoi les impacts de sécurité sur de la data? J'arrive pas à voir. Est-ce que c'est tout mon blob en une fois sur lequel je dois gérer un airbag avec des rôles et des machins? Ou est-ce que ça va être finement par donnée où je vais devoir le bloquer? Mais enfin, pour moi, là, on est plus sur un projet data. On est sur un projet dev classique où je vais choisir la finesse de mon filtrage, où il y a autre chose avant qui m'échappe. C'est vrai que ça peut l'être. Mais en fait, les données, il y a aussi une partie sensible. En fait, tu veux pas que les données elles soient accessibles à des personnes qui n'ont pas l'autorisation. Oui, c'est vrai que ça fait partie un peu du dev. Mais, enfin, je sais pas si vous y pensez, mais moi, la première chose à laquelle je pense, c'est RGPD. Ouais. Et aussi, où tu stockes tes données aussi, il y a une problématique par rapport à ça. Moi, je sais que chez mon client, en fait, ils ont une problématique de stocker les données en fait en Europe et il faut vraiment faire attention à ça. Du coup, lorsqu'on utilise des pipelines de données ou des outils en fait qui nous permettent de faire de la transformation de données, il y a du flux de données en fait qui transite et c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Ouais, moi je le sépare un peu. Sécurité de quelles données j'expose à qui, dans quel cas, et aspect réglementaire du stockage. Pour moi, c'est deux problématiques. Je le mets pas forcément dans sécurité. On diverge un peu sécurité. la résilience. C'est vrai. Mais ça fonctionne. Alors après, pour parler de la sécurité de données, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Keepeu, un très très bon outil.
Comment ça, vous connaissez pas qui peut? Mais ouais, pour moi, la sécurité de comment tu vas choisir quoi exposer à quel moment, ça y est, c'est propagande, hors sujet, qui peut, voilà, merci, merci, merci. Attends, on réveille les trolls du chat, on parlait de trolls tout à l'heure. Là, ça y est, là, ça y est, on réveille des gens, là. C'est quoi qui peut, du coup? C'est une lib que j'ai faite et que j'ai documentée, que je maintiens depuis un moment, et qui s'écrit KIPE. Et donc, les gens parlent de KIPE en disant, ouais, c'est un nom classe et tout, mais non, c'est une lib pour gérer des droits, c'est qui peut. Ah, t'as un lien du coup? Ouais, j'envoie le lien Allez, de je l'article. Et ça fait quoi du coup? Tant qu'à faire, vas-y, balance. C'est une surcharge à Spring Data Security qui permet de faire de vérifier en fait par data. Donc ça va t'appeler une implème en fonction du type de ta donnée. Ça va appeler une implème dédiée qui te permettra de faire ta règle métier sur ce type de données. Et donc du coup, en fonction de la donnée, en fonction du type d'objet, tu pourras faire ton implème et dire là c'est juste un airbag, là va falloir que j'aille vérifier quand même tel truc, tel machin, telle appartenance, mais c'est par type de données. Voilà. J'ai envoyé l'article où je parle de ça. Ouais, je fais ma promo, mais grave. Et j'ai aucune honte, moi. Enfin, de toute façon, vous le savez. Mais c'est cool, honte. J'étais pas au courant. Que j'avais aucune honte? Bon, écoute. Non, ça, je savais. Depuis le temps. Merci. Insupportable, voilà. Est-ce que ça supporte ABAC? Ouais, ça fait... En fait, tu peux faire du airbag, tu peux faire du ABAC, du Action Based Access Control. Alors, pas la vraie norme ABAC, puisque si tu regardes le papier de recherche de la norme ABAC, au milieu, tu as une table qui a 6 ou 7 jointures NN. Et du coup, voilà, justement, c'était pour avoir une alternative à ABAC et à ces implémentations qui, pour moi, cassent beaucoup trop vite avec des explosions combinatoires, que j'ai fait ça, qui se rapproche du métier. ABAC, Action Based Access Control. Ah, Action Attribute. Pardon. Moi, je pense au papier de recherche. Je ne connais pas Attribute Based Access Control, mais là, comme ça, juste avec le nom, je dirais oui, ça fait exactement ça. Et je connaissais Action, qui est un papier de recherche. Un truc de chercheur, je crois que ça marche dans la théorie. Je crois, ABAC. Il y a des implèmes qui existent, mais bon. Et ouais, pardon, vas-y Ashraf, je te laisse reprendre ta trame. C'est super cette petite anecdote. Qui peut. Et on a un super jeu de mots en plus, qui peut envoyer le lien de Riali. Voilà. C'est ça. On est bien. L'attaque sur les chercheurs, ça me fait plaisir. Ok. Et du coup, la dernière partie, c'est par rapport à la reprise de service et éventuellement le monitoring. Donc, comment vous gérez les cas d'erreur? Est-ce que vous faites des alertes, des retries? On parlait des dead letter queue tout à l'heure. Ça peut en faire partie. Comment vous voyez les choses? Ouais, alors du coup, retry, c'est un système. Je sais pas si vous connaissez aussi, à un moment donné, j'avais travaillé avec des systèmes où tu vérifies que ton système est up avant de lancer le truc. Bon, tu peux avoir une panne au milieu, mais déjà, ça t'évite quelques embêtements avant de démarrer. Et puis, alerting, quoi, si t'as pas réussi à réparer le truc automatiquement. Alerte, chat, mail. Voilà. Ouais. Si vous avez mieux. Je sais qu'il y en a qui vont jusqu'au SMS quand c'est super grave. C'est en théorie, mais en vrai, je l'ai jamais vu. Et faut spammer. Ouais. Là, j'avoue, je me dis bon. Moi, j'ai déjà fait jusqu'à Slack. Ouais. Ah, t'as fait Slack. Ok. Et franchement, ça marche bien. Parce que les gens, t'as toute la gestion des notifs de Slack comme tu veux. Et donc, celui qui a envie d'être réveillé la nuit, il peut le faire sur le channel là qui va bien, et c'est assez facile à faire pour le coup parce que c'est tout intégré, les API sont bien foutus, donc Slack ça marche bien. SMS, bon, ça doit pas être de ouf plus difficile sur du cloud à faire, puisque de mémoire t'envoies un message dans un SNS sur AWS, tu peux déclencher un SMS derrière, je crois que c'est pas bien cher. Ouais, tu peux aussi faire du Discord si t'as envie, enfin voilà. Ouais, peut-être. Sur l'alerting. Par contre, l'alerting c'est bien gentil, mais le filtrage des faux positifs pour éviter de réveiller les gens pour rien m'intéresse beaucoup. J'en ai embordé. Ah, pardon. Exactement. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Comment éviter le spam? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que le problème, c'est que si t'as pas d'alerting,
et que, enfin, ça dépend. Moi, j'ai vu des teams où tu as que des dashboards et les gens, ils sont super rigoureux le matin, ils se lèvent, ils vont regarder le dashboard, etc. Ils vont voir les erreurs. Et puis, il y a des teams, si tu n'as pas d'alerting, ils vont pas regarder. Et le problème, c'est que si tu as trop d'alerting, eh ben, on regarde plus non plus. Ouais, c'était assez compliqué à jauger l'alerte. Et en plus, en data, comme on disait, ben, c'est pas noir ou blanc, malheureusement. Si c'est une panne système, c'est une panne système. Mais si c'est j'ai 20% d'erreurs, c'est pas noir ou blanc. Donc des fois, c'est vachement... moi, personnellement, je trouve que c'est vachement difficile de savoir mettre la limite et de savoir quand est-ce qu'il faut alerter d'entrée de jeu, en fait, quand est-ce que ça veut dire qu'il y a une connerie là qui va se passer, quoi. Alors moi, une stratégie que j'aime bien, et une vraie strat que j'applique, quand on met de l'alerting un peu agressif comme ça sur des trucs où on reçoit des notifs, au début, je mets les alertes sur tout. Et puis, le mec, quand on a marre de se faire réveiller ou de se faire spammer, il va filtrer le truc qui sert à rien ou il va corriger. Et en fait, assez rapidement, on va avoir que que les vraies alertes, que les vraies choses à voir, parce que on sait que si t'en as marre et que c'est un faux truc, tu le traites. Et t'as jamais eu le cas où justement les alertes du coup passent à la trappe parce que t'en reçois trop? Si. Mais ça... Après, t'as le souci aussi, c'est que... Alors, je sais pas si vous avez le souci, mais nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on est très nombreux, donc il y a beaucoup d'équipes différentes, et en fait, il y a le souci de l'alerte, elle est levée, mais en fait, vu que c'est levé sur un channel Teams ou Slack qui est un peu général, en fait, les équipes, elles se renvoient la balle, et en fait, tu sais jamais qui prend l'alerte, qui la traite, donc c'est noyé dans le flow, en gros, des alertes, et voilà, quoi. Si c'est le problème de plusieurs équipes, c'est le problème de personne. Et donc c'est pour ça, moi je suis vraiment partisan d'avoir des équipes produits. L'équipe, elle gère du besoin à la prod. Et donc c'est leur problème. Ouais, mais ça, t'as pas ça dans toutes les entreprises. C'est ultra découpé. Et du coup, c'est en fait le gros problème, il est là, c'est qu'en fait on est tellement découpé que quand il y a un souci en prod, ça passe, c'est vraiment la patate chaude, quoi. Avant d'arriver à la bonne personne, ça passe peut-être par 10 équipes, quoi. Et est-ce que la bonne personne, dans 80% des cas, c'est pas la même personne? Non. Non. Il n'y a pas de grosses pofs comme ça? Non. Ok. Non, puis c'est un truc connu, je crois même qu'il y a tout un tas de noms pour ça, pour cette personne chez qui ça finit par arriver de toute façon. Pour revenir je veux juste intervenir sur cette question de la priorité des alertes. Sur Azure, il y a ce concept qui est pas mal, je trouve, avec leurs outils ETL, c'est que quand tu vas créer une alerte, tu vas pouvoir spécifier le degré de sévérité et l'action à faire. Donc tu peux choisir de la loguer en sévérité 1 jusqu'à 4 ou jusqu'à informationnel. C'est à peu près ce que tu peux faire en Python aussi quand tu utilises la librairie logging. Tu vas toujours donner un niveau de gravité au log, si c'est simplement de l'information, si c'est critique. Ouais, mais... Et en fonction de ça, tu peux justement mettre différents types de communication. Ouais, mais tu vois, ça, tous les outils ils te permettent de mettre un niveau de criticité, que ce soit les logs ou AWS ou même partout, tu peux choisir ton niveau de criticité. Moi, la question que je me pose, c'est sur de la data, comment tu le définis en fait? Comment tu sais, comme disait Nastasia, ok, s'il y a plus de machine, s'il y a une erreur serveur, là, tu sais que c'est critique, tout est tombé. Mais après, quand tu as de la donnée qui est pas bonne dans 10-20% des cas, quand est-ce que tu décides c'est pas bon et il faut faire quelque chose, et comment tu évalues ce niveau de criticité? C'est ça qui est dur. Parce que sur un code classique, ton API elle répond plus, voilà, c'est critique, quoi. Mais là, sur de la donnée, c'est quand même plus compliqué, non? Tout à l'heure, Nastasia parlait des pourcentages. Je pense que c'est un bon compromis sur certains projets. C'est que tu fais un pourcentage sur tes données que tu acceptes qui sont pas valides. Et après, tu fais ta règle d'alerting en fonction de ce pourcentage-là. Okay. Donc, je pense que ça peut être un bon compromis par rapport à ce genre de problématique. Mais j'avoue que, pour le coup, c'est vrai que je suis partie plusieurs fois sur mettre le pourcentage, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que l'expérience qui te donne la solution. Et que même avec l'expérience, tu as toujours des surprises, la donnée bouge, et tout ça quand même, je trouve que ce côté-là est vachement dur en fait. Quand c'est un schéma qui pète, ça va. Quand c'est une grosse différence, genre une pandémie qui pète, ça se voit vite qu'il y a un problème dans les données. Il y a d'autres trucs qui sont, je trouve, plus difficiles à percevoir. Et moi, en tout cas, personnellement, même si je joue sur ce pourcentage,
j'en suis pas satisfaite. J'en suis pas complètement satisfaite. Moi, j'ai écouté un talk il n'y a pas très longtemps de quelqu'un en data qui disait mais même selon votre business, selon la période de l'année, ça peut changer beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de data changer au moment de Noël parce que les gens regardaient. Non, il te dit quelque chose ce talk? Ouais, mais j'étais en train de dire oui, exactement. J'ai été traumatisée par ça. Ouais, j'en ai parlé, mais bon, je vais peut-être me répéter, mais en fait, j'ai travaillé pour une chaîne de télévision. Et je pense que ouais, c'est là où j'ai été traumatisée par le drift des données parce que là, ça bouge dans tous les sens. Et le problème, c'est qu'il y a le côté saisonnier, mais il y a aussi, ouah, on a cartonné sur une émission, on a super de l'audience, les vidéos, elles se sont vendues de ouf. Ouais, en fait, c'est pas du tout la nouvelle feature qu'on a mis en prod qui a changé quoi que ce soit. Et c'était, ouais. Je trouve que des fois, c'est vachement difficile. Ça dépend. Des fois, il y a des données. J'ai aussi travaillé sur des données qui bougent quasiment pas. Mais j'ai aussi été traumatisée par des données, je sais pas si c'est votre cas, qui évoluent, mais ouais, beaucoup, quoi. Ce qui est intéressant, c'est ce concept de modèle, le modèle de données, justement la résilience, même si par exemple dans une entreprise, ils utilisaient tel ou tel CRM, dans 3 ans ils changent, et que toi tu es connecté, donc il faut souvent que tu puisses penser à une certaine couche d'abstraction. Et là, chez mon client, il se pose la question d'utiliser des modèles comme DataVolt. DataVolt, c'est une manière de modéliser tes données. C'est pas pour tes données brutes, mais c'est plus en aval quand tu vas appliquer tes traitements, tu vas commencer à les mettre en forme. Tu peux justement avoir différents modèles. Donc, tu as le modèle traditionnel, on connaît tous, relationnel, etc. Et tu as des modèles qui sont moins normalisés, comme les modèles en étoile. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est analytique. Tu as justement ce modèle DataVolt qui, lui, vise à être résilient face au changement de structure de données. Donc, par exemple, tu vas mettre dans une certaine table les clés, donc les clés primaires. Et après, tu vas avoir des tables qui vont être reliées, qui montrent tout ce qui est attribut, et qui peuvent être amenés à changer. Si par exemple, on change d'outil de main, etc., tu vas simplement avoir la capacité à connecter cette table, en recréer une, de sorte à ce que ça soit beaucoup plus, on va dire, résilient au changement. Donc ça, c'est les modèles DataVolt, ce qui est intéressant. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est vraiment des compétences en modélisation. C'est pas forcément évident. C'est plus de la business intelligence. C'est pas forcément du data engineering pur et dur. Et pourtant, c'est vraiment essentiel. Emilia qui a envoyé le premier lien que j'ai failli envoyer, mais je me suis dit non, je veux pas envoyer What is a CRM sur le site de Salesforce. Ce serait quand même un peu... Après, on est obligé de citer d'autres marques et tout. Et tu nous diras si ça répond à Old Dadou. Nolwenn qui nous demande pour la validité des données, est-ce que la démarche de maîtrise statistique des procédés serait envisageable? Et avec un lien de la maîtrise statistique des procédés. Je sais pas si ça vous parle ou si c'est encore un truc de l'époque où Nolwenn était chercheur qui nous a sorti un truc. Faire des stats sur la qualité des données, oui, ça fait sens. Après, ça dépend justement à quel point tu... Je ne connais pas cette méthode de procédure. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Je suis en train de regarder. C'est-à-dire que oui, des tests statistiques, oui. Là, par contre, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est quelque chose qui regarde s'il y a des outliers, des choses comme ça, non? Ça, je pense que c'est vraiment au niveau industriel. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé pour tout ce qui est défaillance sur des produits ou des choses comme ça, non? Sur la chaîne de fabrication. Possible. Tout ce qui est loi, etc. Loi statistique. Ouais. Moi, sur mon projet, je fais quelque chose d'assez analogue. Je ne sais pas du tout si c'est pas du tout le sujet, mais j'ai fait des statistiques sur les dernières exécutions de ma pipeline. Et en fait, je me base à chaque fois sur l'ancienne exécution pour modifier des paramètres en fait dans ma pipeline. Donc, si je sais qu'il y a un programme qui a pris du temps, bah, je vais le modifier différemment de façon automatique en fait pour qu'il prenne moins de temps pour la prochaine fois. Donc c'est un début de machine learning, mais ça n'est pas encore. Je pense.
en se basant sur des statistiques, en fait, on peut toujours s'améliorer, je pense. Et c'est important, du coup, d'avoir des stats en fin de programme. Ok, donc C'est dommage. ça va être des Ouais. métriques, ces métriques que tu prends, donc tu viens de parler de métriques de temps d'exécution, donc tu as des métriques techniques, on va dire, d'environnement, et tu as des métriques aussi liées au fonctionnel, ou pas du tout? Non, c'est vraiment des métriques techniques, ouais, plutôt. Ok. Nolwenn nous définit un tout petit peu ce dont il parlait. Est-ce que ça vous permet de comprendre un peu sa question? Parce que moi, toujours pas, mais bon, ça doit être des maths. Peut-être, mais est-ce que... moi, j'ai envie de poser une question de plus à Nolwenn. Est-ce que, en fait, alors du coup, je connais pas ton truc exact, mais est-ce que finalement, c'est pas de la détection d'anomalies, de la détection d'outliers d'une manière ou d'une autre? Enfin, du coup, de ta manière. Est-ce que c'est le but au final? On va laisser à Nolwenn le temps de répondre. Ouais. Ashraf, est-ce que tu avais d'autres trucs dans la trame, ou est-ce que finalement on a mangé la trame et on peut commencer à s'amuser un peu avec Pauline? Pourquoi pas? Parce que nous, on avait un plan avec Pauline Allez. qui s'est monté il y a un moment à l'idée de Pauline. Est-ce que tu peux nous le rappeler un peu? Allez. Non, c'était de dire, parce qu'on parlait au-delà des data pipelines, on parlait de la source de données quand elle arrivait. Comment on fait quand ça change? Et enfin, en fait, non, on est pile dans le sujet. Hein. C'est ça. Voilà, ta donnée, elle peut drifter, ou le fournisseur d'API, il peut changer son contrat d'interface, ou ta base, le schéma, il peut changer. Voilà, il peut se passer plein de choses. Et du coup, je sais qu'en dev classique, et surtout avec la méthodologie DDD, souvent ce que tu fais, c'est une couche anticorruption. Donc ça s'appelle ACL, c'est Anti-Corruption Layer. Et Et en là, gros, je vais t'arrêter, désolé, je vais te poser des questions quasiment impossibles. Tu viens de dire des gros mots, du coup il faut les définir. DDD et ACL, et je te souhaite bien du courage. Ah non, facile. Vas-y. ACL, donc c'est ce que je disais, c'est une couche anticorruption. Donc en fait, l'idée, c'est de faire une petite couche logicielle qui dit, voilà, je reçois des données, je sais à peu près le format qu'elles ont, mais je sais que ça peut changer. Et dans tous les cas, je les transforme dans un schéma que moi je maîtrise et que je veux toujours le même. Donc en fait, tu dis, voilà, moi j'ai un schéma qui est au cœur de ma donnée, je sais que ça sera toujours le même. Et après, je peux aller chercher cette donnée dans plein de sources différentes. Les sources peuvent changer. Et dans tous les cas, j'ai ma couche anti-corruption layer, donc ACL, qui va transformer ces données dans un modèle que je connais. Et ça, c'est utile quand vous faites du DDD, donc c'est Domain Driven Design. Et en fait, Domain Driven Design, c'est quoi? C'est une boîte à outils, on va dire, qui sert à isoler le métier dans un domaine et à te dire que, en fait, ton métier va vraiment, le cœur de ton métier, c'est ton domaine, et tu l'isoles en fait de l'extérieur. Et tu as plein d'outils pour faire ça qui vont t'aider. Mais en fait, DDD, c'est ça. C'est un peu une philosophie, une boîte à outils. Et voilà. J'ai défini. Mais bien. DDD, effectivement, c'est une approche et c'est pas une méthode. Donc, c'est un peu le côté frustrant qu'on peut avoir. DDD va pas te dire fais ça, puis ça, puis ça. Et c'est bien une boîte à outils où il y a 3 étages dans cette boîte à outils. Un pour réussir à mieux communiquer, à mieux partager avec les autres dans tous les échanges. Un pour modéliser les choses de la vraie vie, qui va nous aider à nous donner des termes, nous donner des manières de modéliser la vraie vie. Et le dernier, donc, qui va permettre de savoir comment faire communiquer nos différents contextes bornés, donc de différentes choses bornées autonomes entre elles. Et donc ce dernier étage, ce qu'on appelle les patterns stratégiques, effectivement, pour répondre un peu à la question de Knuk. Et oui, ACL, c'est un des 9 patterns stratégiques qui sont définis actuellement, il me semble. J'ai pas compris ta phrase. Il doit y avoir trop de fautes de français, Knuk. Ouais, je suis désolé, j'ai le droit. En pendant écouter de la data. Et c'est super intéressant, effectivement, le parallèle que tu as évoqué dans les échanges qu'on avait juste avant, en pensant écouter de la data. Ouais, c'est ça. Le parallèle que tu as évoqué juste avant, Pauline, parce qu'effectivement, alors pas forcément directement lié au DDD, mais lié à la mise en place de clean architecture, donc ce sont des architectures qui sont faites pour protéger un modèle, quelque chose qui a vraiment de l'importance au centre de nos applications. On va retrouver vraiment cette côté d'adaptation depuis le monde extérieur et vers le monde extérieur.
Moi, j'ai l'impression que les data pipelines, c'est un peu vos primary. Si on prend une architecture hexagonale, donc qui sont les adapteurs de qui va m'appeler, qui va piloter ce que je fais. Et pour moi, les data pipelines, c'est un peu vos primary adapteurs qui vont justement faire cette anticorruption, s'assurer que rentrent que des choses correctes, etc. Donc je sais pas si c'est parlant ou pas. Oui, c'est parlant. Ah, C'est parlant, mais alors moi, dans mon cas, je sais que, soit dit, c'est pareil en data analyse, hein, mais en machine learning, c'est pas juste je vérifie que ce soit pas trop corrompu, c'est aussi la donnée, on la subit, mais c'est aussi notre matière première. Donc, j'ai envie de dire que des fois, même si elle nous arrive pas comme on l'avait prévu, eh ben, il faut gérer avec. Enfin, il faut la maîtriser. Donc, tu peux mettre des couches d'anti-corruption layer, mais tu as aussi besoin de te dire que de toute façon, ta donnée, c'est ta matière première et de t'adapter à elle. C'est aussi une démarche. Enfin, je pense que c'est pas forcément incompatible, hein, les deux, mais je dis qu'il y a aussi cette démarche qui est un peu. Finalement, je pense qu'en data science, en tout cas, je pense qu'on peut dire que la donnée en data science, c'est ce que le code est en programmation classique. mais Drive. en fait, c'est super. Enfin, c'est absolument pas incompatible à partir du moment où tu considères que ton modèle a de la souplesse. Parce qu'une valeur métier de ton modèle, c'est d'avoir une certaine souplesse pour réussir à reprendre ça. Ton data pipeline va te préparer une donnée qui pourra être rentrée de manière plus ou moins souple, jusqu'à se faire rejeter si vraiment elle est... Ouais, c'est ça, faut trouver la limite. Elle a rien à Parce voir. que si tu rejettes tout juste parce que ça te plaît pas et que tu t'es basé à un instant T, en tout cas en machine learning, tu seras plus capable de prédire à un moment donné. Ok. Et oui, je dédramatise, hein. Ne t'inquiète pas, Pauline. Gnuc a une épée. Il est membre éminent de ce chat. Les épées, c'est les modérateurs sur Twitch. Pas de... No stress, tout va bien. Tout est sous contrôle. Mais ouais, c'est intéressant. Enfin, moi, je fais assez facilement le parallèle et c'est là où je suis perturbé dans les discussions qu'on a sur la data parce que ça, je le comprends. Je comprends, ok, ben nous, pour faire cette partie-là, on va utiliser des choses, on va utiliser des outils parce que on a la complexité de distribuer des calculs, on a des terras de données qui arrivent en flux continu, etc. Donc, on est obligé de s'outiller. Ça, je le comprends bien. Par contre, j'ai toujours du mal à comprendre la différence entre le métier de développeur et le métier de data scientist. Alors, j'ai beaucoup aimé ta définition NAS la dernière fois. Tout le monde a peut-être pas la même, mais si tu peux redonner la définition que tu as donnée du coup semaine dernière, il me semble, que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit un data scientist, c'est un développeur qui subit la donnée. Et tu l'as redonné. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai que j'ai dit ça et que je le pense enfin, je le pense encore, bon, c'était il y a une semaine. Facile. Mais grosso modo, je pense que, en fait, ça vient pas de moi. Hein, pour le coup, je vais citer ma source tout de suite. Ça vient de Pierre Delors. Donc, il y a un expert en big data et qui explique qu'en fait, dans la programmation, en data science, on dit classique, mais c'est c'est peut-être pas le bon terme. On va dire le développement logiciel web. Tu sais, on nous appelle les ressources au quotidien, donc on n'est pas à ça près, nous. Ouais, mais bon. C'est un point de vue, quoi. Du coup, il va y avoir un programme, des données, mais ces données, elles sont quand même beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus maîtrisées, et tout ça va donner un résultat. Qu'en data science, la donnée, elle est subie. C'est la matière première, et en fait, c'est à partir de là que se construit le programme. Et en fait, dans ce programme, il y a un modèle qui est de toute manière pas construit à la main, qui est construit automatiquement, et même ce qui n'est pas construit automatiquement, à savoir quelles sont les bonnes données qui m'intéressent, comment je filtre, etc., qu'est-ce qui me permet de prédire, est lié à la donnée. Donc, ouais, en fait, oui, j'ai dit qu'on subissait la donnée en data science, et ouais, c'est peut-être un peu fort comme image, mais c'est aussi ce qui fait la matière première. Alors après, je ne sais pas comment vous le voyez. Notre travail, normalement, en tant que data engineer, de faire en sorte que le data scientist ne subisse pas. Il est censé avoir des données propres. Oui. Mais en fait, là, ce que je voulais dire, alors peut-être que subir, c'est mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, j'ai connu des projets où tu peux cleaner la data autant que tu veux, de toute façon, elle n'existe pas, ou elle n'est pas suffisante pour pouvoir avoir
de la valeur prédictive. Donc, tu ne pourras pas faire ton projet, ce qui arrive quasiment jamais en développement classique. Tu te dis pas, ah, j'ai pas le code, je vais pas pouvoir, ou j'ai pas la donnée, je vais pas pouvoir faire mon truc. Ouf. Ouf. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai jamais vu, mais pourquoi pas. Alors qu'en data science, si t'as pas la donnée, quoi. À des projets où il n'y a pas de besoin, pas de définition, mais une deadline, c'est un projet, quoi. Enfin, on appelle ça un projet, en fait. Mais je suis d'accord, ouais, même en tant que data ingénieur, si t'as pas la donnée, tu peux pas travailler en fait en chômage technique. Donc, C'est clair qu'on n'a pas grand chose à faire si on n'a pas de données. Data engineer, sur la data, il reste pas grand chose. C'est ça. Donc toi, tu as cette définition. Il y a quelques temps, je discutais avec quelqu'un qui faisait de la data chez Ypon, qui m'en a donné une autre. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Il m'a dit, la différence, c'est que un data quelque chose, il produit pas la donnée. Un développeur, il va faire du code qui va produire, qui va écrire de la donnée. Toute cette chaîne data va prendre les données et créer de la valeur depuis les données, mais il produit pas directement. Il prend pas les inputs, etc. Il le produit pas. Voilà, j'avais eu cette définition aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, si je peux donner mon avis, c'est pas forcément vrai, puisque vu que tu vas prendre la donnée, le data engineer, il va quand même la nettoyer, la mettre en place, l'agréger, il va faire tout un tas de trucs, et au final, il va quand même produire une donnée qui va être utilisée par le data scientist, donc il produit bien quelque chose. Après, le data scientist, c'est pareil, il prend la donnée qui est fournie par le data engineer, il l'utilise pour créer son modèle, mais après, une fois que le modèle est créé, tu vas avoir l'inférence qui va être la prédiction, en fait. Et après, c'est le résultat de cette prédiction, tu vas vouloir l'utiliser. Donc, même si tu la stockes pas et que tu fais une inférence en temps réel, tu peux aussi vouloir la stocker pour être utilisée plus tard. Donc, tu as bien quelque part la production de quelque chose. Ouais, peut-être que je vous l'ai mal rendu. Alors, je sais pas s'il est dans le coin ce soir, s'il est sur le chat, je pense pas. Ce qu'il veut dire, lui, c'est qu'on est plus dans une approche de flux. Ouais. Dans le data engineer, ça ne plus que génération. Pour vous donner un indice de qui on parle, c'est qui la personne? C'est un grand monsieur chauve à Lyon et qui fait de la data. Voilà, au moins ils savent qui c'est et ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention parce qu'il y a une chaîne hiérarchique, tout ça. Voilà, J'allais dire que c'est pas du tout pertinent, mais finalement. Oh putain, mais finalement, après réflexion. Je rigole. Ouais, je pense que je l'ai mal exprimé. Je m'en suis rendu compte en le disant. Mais moi, je pense que je vois ton idée. Cela dit, du coup, c'est peut-être pas produire, mais maîtriser. Ouais, c'est ça. On revient à ton histoire de subir, qui est un mot un peu fort, mais qui justement explique un peu le côté. Vous avez le droit de dire que c'est pas pertinent. Le droit de le dire, oui. Mais je l'ai dit. Mais toi, c'est bon. Non, mais. Je sais pas qui c'est ce grand monsieur. Il y a no stress. Ok, est-ce qu'on avait autre chose sur ta trame, Ashraf? Je suis désolé, je parle trop, mais ça, vous avez Non, pas de soucis, c'est intéressant. Il reste une dizaine de minutes. On n'a pas parlé beaucoup du monitoring. On en a mentionné rapidement, mais est-ce que vous avez des outils de dashboard en particulier? Je pense que les premiers, c'est Datadog, des choses comme ça qui permettent de monitorer un peu vos pipelines de données ou vos projets. Attends, Datadog, vu leur pricing, vous mettez des projets de big data là-dessus? Figure-toi que sur le projet IoT, on l'a considéré. Puis vous avez fait un devis. Ouais. Non, mais c'est parce que autant Datadog, déjà, je trouve ça. Le produit est très bien et tout, mais déjà pour les volumes qu'on a sur du web classique. Oula! Alors, sur des volumes comme vous avez, j'ai du mal à imaginer. Ou alors ils ont des offres qui sont pas les mêmes, etc. Non, je sais pas. Ça va être surtout du regroupement de logs. Je vois pas pourquoi le volume changerait en fait, finalement. C'est la data qui a beaucoup de volume, mais pas spécifiquement les logs et la pipeline. Ah oui, ouais, ça dépend effectivement ce que tu... Oui, si tu fais Datadog juste pour monitorer les logs de ton pipeline comme une appli classique, oui, autant pour moi. Juste dans ce sens-là. Oui, effectivement, oui, donc oui, ok, ça reste leur pricing normaux. Parce que aujourd'hui, sur les projets que vous avez,
Vous voyez encore des gens qui installent leur propre Grafana avec leur propre base de time series et qui font les queries eux-mêmes, parce que vous, en étant dans la data, c'est peut-être beaucoup plus simple pour vous, ce côté je query des time series, je comprends ce que c'est une fonction d'agrégation, etc. Parce que pour nous, dev, il y a toujours un moment où on est devant le dashboard et on dit pourquoi ça fait ça. Alors que pour vous, c'est un peu le quotidien. Je sais pas, peut-être c'est très rapide à mettre en place, je m'en rends pas compte. Oui, J'ai pas vraiment d'avis à donner sur ça. C'est rarement à nous de l'installer déjà. C'est plus l'infra, quoi. Moi, je vois encore du Grafana. Enfin, pas forcément actuellement, mais oui, j'en vois encore pas mal autour de moi et dans mes expériences assez récentes. Mais par contre, je remarque un truc, c'est que effectivement, comme les data scientists ont l'habitude de créer des dashboards, je pense que c'est beaucoup moins la douleur. Et que ouais, je vois ce que tu veux dire quand tu connais pas forcément tout ce qui est data viz, quoi. La première fois que je me suis retrouvé dans un dashboard Grafana, avant que je comprenne et que j'obtienne les courbes et les points justes qui représentaient ce que je voulais, déjà il a fallu que je comprenne que les métriques que je recevais c'était déjà des agrégations et que je devais mettre des fonctions d'agrégation par-dessus ces agrégations pour tracer mes courbes. Et quand t'en fais pas tous les jours, j'ai pas compris tout de suite. Ah, mais ça peut être un métier. Hein. En plus, avec les outils style Power BI et puis Pixel, c'est des outils qui sont tellement complexes que t'en as qui sont spécialisés que sur ça et ils sont consultants Power BI et consultants Click. Et c'est leur métier, quoi. Ouais. Et donc là, on a donné quelques outils. Donc on a cité Grafana, je pense que c'est le grand classique qui fait les dashboards pour requêter à peu près n'importe quelle base de time series, je pense. Moi, ce que j'utilise sur un projet, c'est, on a mentionné tout à l'heure, c'est carrément un data warehouse, c'est Snowflake. Et sur Snowflake, on a la possibilité de créer des dashboards un peu à la volée avec des requêtes SQL. Et c'est vraiment, vraiment pratique pour monitorer un peu nos data. Si on a des tables de tracking, on peut les mettre en visualisation assez rapidement avec quelques clics. Et ouais, ça, comme vous, en plus, c'est vos outils du quotidien. Tu peux donner la main dessus, ça peut être pratique. Ouais, carrément. Tu peux partager ça et... Bonne soirée, pas encore essayé, ça. J'ai pas encore essayé. Et par rapport à un Kibana, qui est un outil que je connais un peu, la console de Snowflake, je sais pas si tu connais Kibana, qui est peut-être plus connu. Comment tu la notes en termes de praticité, de facilité, Est-ce que c'est comparable ou est-ce que je suis à côté de la plaque déjà? Kibana, moi je l'ai utilisé par exemple pour monitorer les données que je reçois depuis des capteurs d'IoT. Donc c'est plutôt... parce que ça se prête bien au jeu de données de time series. Ouais. Donc je trouve que ça pas mal dans ce cas d'utilisation-là. Après, dans d'autres cas, je pense que c'est peut-être un peu too much, je sais pas. Ça dépend forcément. On utilise beaucoup Kibana chez nous. Et c'est vrai que moi, mon premier réflexe, ça a été si on veut monitorer justement nos projets de machine learning, je pensais à tout mettre dans Kibana, effectivement. Enfin, dans un élastique et avec un Kibana devant. Alors, moi, mais c'est peut-être mon côté dev vraiment centré sur le métier, j'ai tendance à fuir tous ces outils pour faire des dashboards, machin, où tout le monde fait ce qu'il veut, en me disant, je vais tanner mes métiers et tanner les gens qui vont l'utiliser jusqu'à vraiment savoir de quoi ils ont besoin. Et là, je pourrais leur faire quelque chose qui sera forcément meilleur en ayant compris le besoin. Plutôt qu'en leur donnant cet outil en disant, vous savez pas quel est votre besoin, vous pouvez répondre à tous les besoins. J'ai ça, mais après... Ouais, c'est rigolo, ça. Du coup, tu fais un truc totalement custom? Ouais. Genre avec, je sais plus comment il s'appelle, D3JS par exemple. Alors, moi je fais les web services et je trouve quelqu'un qui fait les jolis graphes. Ouais. Parce que bon, le front, tout ça. Mais je vais faire des choses et faire mes... Si je peux, mon but, si je peux remonter un indicateur avec une lettre et une couleur et que j'ai 3 choix, pas plus, je mets la lettre pour les daltoniens. Je suis vachement plus content que de donner la main, de pouvoir faire un Kibana où ils pourront faire tous les graphes qu'ils veulent, tous les machins, et ils n'auront pas forcément l'information qu'ils veulent. Je préfère avoir une grosse ampoule rouge au milieu du bureau. Ouais, pardon, je t'ai coupé, Alex. Non, je vais continuer un peu le temps, mais pourquoi pas les deux? Des fois, il y a les deux. Mais... ça dépend quelle est la cible, en fait, je me dis. C'est beaucoup moins cher de poser un Kibana, de poser un... Enfin... C'est beaucoup moins cher de donner cette possibilité, la plupart du temps.
parce que bah, une fois que c'est mis en place, tu dis tiens, vas-y. Mais la valeur quand on est sorti, en fait, c'est toujours ce rapport coût-valeur. Bah, des fois, je suis pas sûr, quoi. Parce qu'il y a quand même un peu de mise en place, il y a quand même un peu de trucs, il faut quand même réfléchir, il y a quand même de l'accompagnement, de la formation, de la gestion de droit, on en parlait tout à l'heure. On va éviter de mettre un Kibana qui est accessible sur le net à tout le monde sans Autante. La stack élastique, bah, si tu veux de l'Autante, soit tu payes, soit tu la fais toi. Je sais pas si ça a changé, ça, mais à l'époque, il fallait acheter Shield. Enfin voilà, de toute façon, il y a des trucs à mettre devant pour éviter de l'exposer. Alors, des fois, tu t'en sors avec un whitelisting d'IP, mais des fois, il faut faire une vraie Autante, donc tu te retrouves à coder ton Autante, tu te retrouves... Enfin, ça a un coût quand même. C'est pas juste, je déploie une image Docker... Donc, j'essaie toujours de mesurer ça, et de mesurer, parce que ces outils où on se dit c'est super facile, et effectivement, quand tu vois les démos, les meet-up, en 3 clics, c'est up, mais c'est pas ready pour la prod. Donc je sais pas, moi j'aurais plutôt cette approche-là. Les outils, on va dire plus orientés utilisateur final, parce que bon, tout ce qui est Kibana, Grafana, ça reste quand même orienté assez plus big tech, globalement. Après, il y a des outils plus faciles à manipuler, du style Tableau. Nous, justement, on a fait une mission avec Arnaud, où à la fois tout ce qui était statique, donc dashboard préconstruit en quelque sorte, mais aussi tout ce qui était self-service BI, c'était fait avec les mêmes outils. Et comme ça, c'était, je trouve, un compromis intéressant parce qu'il y avait du coup les métriques qui étaient intéressantes pour certaines catégories d'utilisateurs. Et il y avait aussi du coup après, la partie self-exploration pour ceux qui voulaient pouvoir aller plus en granularité ou répondre à des questions que forcément ils n'avaient pas pu répondre avec un dashboard parce que tu ne peux pas non plus créer un dashboard pour chaque question qu'un utilisateur peut se poser. Mais oui, c'est super intéressant. Je trouve que ce cas d'utilisation, on va le voir de plus en plus, en fait, c'est d'avoir un outil qui te permet à la fois de faire du monitoring pour le côté tech, et tu as également la partie data viz, en fait, pour les data analysts. Et en fait, tu peux avoir les deux au même endroit. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut voir de plus en plus, ouais. Et ça nécessite quand même une certaine éducation, bien sûr, du public, à tout ce qui est donné, et puis à l'outil en lui-même. Ouais, la permission, la gestion des permissions, etc. Mais... Ouais. Parce qu'il y a aussi toute une conduite du changement que tu dois opérer, parce que tu ne peux pas juste balancer un outil et dire ça y est, ça va répondre à toutes vos questions. Il faut aussi qu'après ça soit aussi dans la culture de l'entreprise d'aller utiliser l'outil et savoir s'en servir. Et ça, c'est plus difficile à faire. Ok, je suis désolé, on arrive un tout petit peu à la fin. Je vous laisse faire un petit tour de table, conclusion, etc. Ashraf, je te laisse gérer ça. Ben, ça marche. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets finalement. J'étais un peu pessimiste au début, mais finalement on a un peu parlé un peu de tout. Donc on a des tests sur les données, des risques, du monitoring, de la reprise de service. Mais je pense qu'on pourra creuser un peu plus loin. Mais en tout cas, c'était intéressant d'échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à ajouter. Nastasia, Alexandre ou Pauline. Bah, juste merci, c'était chouette. Ouais, merci encore une fois. Ouais. Merci. Ouais, j'ai passé un bon moment pour ma part. C'est très intéressant. Ouais. Bon, nickel. Est-ce que vous voulez qu'on demande à un return on time invested au chat et qu'on en fasse un nous, ou ça vous intéresse pas et on clôt comme ça? Ouais, je viens, pourquoi pas. Il reste une trentaine de personnes. Pauline, Nas, ouais, un peu plus. Allez. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'expérience avec Alexandre, donc ça peut être bien. Eh ben, un rôti de 0 à 5. 0, vous avez perdu votre temps. 5, vous avez passé une super soirée. Vous avez le droit de voter 0, ça nous pose aucun problème. Nous, ça nous permet d'améliorer cette chaîne, ça nous permet d'avancer, de comprendre ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et donc, je vous laisse voter. Nous, on va pouvoir voter en visio. Je vous laisse cadrer votre main à peu près en face de votre tête. Normalement, vous allez la voir. 3, 2, 1. Hop. 5, 4, 4, 5, ok. Et dans le chat, 3. Tobiche, si tu veux nous expliquer un tout petit peu. 4, 4, 4, 9, 9, 9, ok. Pour ne pas mettre 5, 4, 4. Si tu veux nous expliquer en 2 mots, Tobiche, ton 3, c'est super cool. Il me reste une petite minute pour m'excuser d'avoir trop parlé, mais bon, ça je vous avais prévenu à l'avance, puis voilà. Pour faire de la pub, cette chaîne Twitch fait habituellement du live coding et des choses autour du crafting. Manque de concret, ça tient qu'à moi, en fait c'était génial. Ok, bah, très bien. Bah, d'habitude on fait beaucoup plus de concret, beaucoup plus de code. On fait 2 lives par semaine, et comme c'est moi qui m'occupe du planning, le prochain live de la semaine n'est pas calé.
parce que je veux dire, on est plutôt large. Donc il y aura un autre live cette semaine, mais on sait pas quand. Et par contre, il y aura plein de lives trop bien en février, puisqu'en février, c'est le temps fort craft chez Hippon. Et donc, Master Singe, ça part sur un ban. On a pas vu de Java, c'était parfait, très bien. Ça, non, Master Singe, on va ban, je pense. Ok. Ah, et c'est le ban. Bon, ben, Gnuk a choisi. Ouais, c'est non. Possible de faire un petit tour de table, ce que vous faites comme taf ou fonction. Ouais, pas de problème. Donc, semaine pro. Enfin, cette semaine, un autre live, on sait pas ce que c'est. Et normalement, si tout va bien, peut-être si on a de la chance, le 2 février, table ronde avec différentes personnes qui font du craft dans la vraie vie depuis longtemps pour essayer d'avoir un retour d'expérience à différents niveaux, etc. Et donc, c'est une boîte qui fait du craft dans la vraie vie depuis 1 an et demi. Un tout petit tour de table pour rappeler qui fait quoi. Colin, je suis Jean-Michel de la régie ce soir. Et Ashraf, je te laisse expliquer ce que tu fais, toi. Alors moi, du coup, je suis data ingénieur chez Hippon. J'ai fait des missions qui touchent surtout au cloud, à la data dans le cloud, en fait, tout simplement, pour pas m'étaler. Donc actuellement, je bosse pour 2 clients et ça se passe très bien. Ok, Nas? Ok, alors moi je suis ingénieur en machine learning, donc spécialisée dans la mise en production de systèmes prédictifs et je travaille pour Conecra, une boîte de grues. Pauline? Ouais, moi je travaille chez Groupama, donc les assurances. Et je suis ingénieure de développement, développeuse, je sais pas ce qu'on dit, software engineer. Et je travaille sur pas mal de sujets chez Groupama et notamment sur l'industrialisation et la mise en production des projets de machine learning. Ok, et Alex? Moi, je suis aussi data ingénieur chez Hippon, depuis 1 an et demi, tout ce qui est technologie cloud, comme Ashraf. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Un mot de la fin, pas de mot de la fin? Merci à vous. Merci. Merci. Eh bien, bonne Merci soirée. beaucoup. Amusez-vous Passez bien, une bonne codez soirée. bien. Bonne Et à soirée, la allez. prochaine. À la prochaine. À plus.